25,6 millions de dollars transférés en une journée par un employé du groupe Arup lors d'une visioconférence dans laquelle il pensait parler à ses responsables. À la suite de cette conférence, il transfère 25,6 millions de dollars à 15 comptes bancaires différents, convaincu d'agir sur instruction de sa hiérarchie. Sauf qu'à cette conférence, chaque voix, chaque visage avaient tous été générés par un programme d'intelligence artificielle. Donc l'employé s'est tout simplement fait manipuler et l'entreprise s'est vue perdre plus de 25 millions de dollars en seulement une journée. Un autre exemple, le 23 janvier 2024, les électeurs du New Hampshire reçoivent un appel de Joe Biden en personne. La voix semble réelle, le ton parfait, mais sauf que cette voix avait été totalement générée par un programme d'IA à 149 $. Résultat, une démocratie manipulée pour moins de 150 $. Tout ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des exemples ou des cas isolés. Ce sont des faits bien réels, documentés et vérifiables. La question que tout cela pose est simple à formuler, mais vertigineuse à résoudre. À l'ère de l'intelligence artificielle générative, si l'IA peut tout créer, tout falsifier, des œuvres, des voix, des visages, que reste-t-il de la frontière entre le vrai et le faux, l'original et la copie? Pour répondre à cette question, nous allons suivre trois axes. D'abord, comment l'IA générative est devenue une machine à fabriquer le faux, deepfake, désinformation, manipulation à grande échelle. Ensuite, nous allons voir comment elle s'approprie la création humaine, tout ce qui est droit d'auteur. Et enfin, quelles réponses existent aujourd'hui pour faire face à tout cela, qu'elles soient techniques ou juridiques? Et quel est le rôle du Maroc concrètement dans ce débat mondial? Débutons par le commencement. Comment fabrique-t-on réellement un faux? Il y a de cela quelques années, truquer une vidéo, ça demandait un studio qui coûtait des milliers de dollars et des spécialistes. Mais aujourd'hui, il vous suffit juste une connexion Internet, un ordinateur portable et une IA générative que vous pouvez même utiliser gratuitement. Le principe repose sur deux intelligences artificielles qui s'affrontent. L'un a pour mission, de générer des fausses images et l'autre de les détecter. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative antagoniste. Le résultat devient tellement si bon qu'il est indiscernable à l'œil nu. Vous posez certainement la question, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Donc, l'économie de l'intelligence artificielle générative pourrait augmenter de 760% d'ici 2030. Et les études récentes montrent que la perte qu'engendre le deepfake est estimée à plus d'1 milliard de dollars, plus de 3 fois de plus par rapport à l'année dernière. Et ce qui est aberrant dans tout ça, c'est quoi? C'est que la plupart de ces pertes, la plupart de ces deepfakes viennent des réseaux sociaux. Donc ces fraudes prennent en effet trois formes. D'accord? Donc la première, c'est d'abord politique. C'est-à-dire tout ce qui est fraude électorale. On l'a vu avec l'affaire de l'ancien président américain Joe Biden. À deuxième niveau également, on a la forme financière. D'accord? Donc à ce niveau, on l'a également vu avec la perte des 25 millions de l'entreprise Arup. Maintenant, la troisième forme, c'est personnel. Sans aucun doute, c'est la plus douloureuse. Tout ce qui est usurpation d'identité, tout ce qui est harcèlement, c'est des éléments qui touchent à la dignité humaine. Et le Maroc dans tout ça? Revenons en février 2025, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, imitant la chaîne Sport de France 24, affirmait que le royaume chérifien allait perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu l'intervention de cette chaîne pour démentir ces propos. Quant au continent africain, il est exposé aujourd'hui plus que jamais. On a une population qui est mal informée, qui est mal éduquée, une juridiction qui est mal équipée face à tous ces enjeux qui est la désinformation, le deepfake, la falsification d'identité biométrique. Et malheureusement, il est là la réalité. Quoi que ce soit, un modèle doit apprendre. Et pour apprendre, il faut lui donner des millions ou des milliards de tests d'images, des vidéos. Et toutes ces datas-là
sont directement collectées à partir d'Internet. Donc on parle des œuvres humaines que chacun de nous publie sur Internet, nos vidéos, nos images qui se trouvent sur Internet, et on les récupère par des méthodes de scrapping, c'est-à-dire collecter toutes ces données-là de manière massive et automatisée. Et on utilise cette data collectée pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et après entraînement, ces modèles sont vendus sous forme de produits commerciaux. C'est exactement le fonctionnement des entreprises comme OpenAI avec ChatGPT ou bien Anthropic avec Claude, etc. Alors, une question s'impose. S'il y a produit, qui est l'auteur? Et aussitôt, cette question ouvre de multiples autres questions. Les données de l'IA sont collectées via scrapping. Si l'IA produit des résultats, qui est responsable en cas de dommage? Si l'utilisateur a fourni seulement qu'un seul prompt pour récupérer le résultat, à qui adresser en cas de dommage? La sortie de l'IA ressemble à une œuvre déjà protégée. Est-ce du plagiat ou de l'inspiration? Le principe est pourtant bien connu. Seul un être humain peut être auteur et ce principe est partagé partout dans le monde. Et face à ce vide, les législatives ont commencé à réagir avec des règles différentes d'une partie du monde à une autre. L'Union européenne, par exemple, avec l'IA Act, qui autorise les utilisateurs à scraper les données, mais tout en ayant l'accord des auteurs. Aux États-Unis, par exemple, on a plusieurs projets de loi, mais sans aucune application en réalité. Et l'Union africaine s'est dotée d'une stratégie IA, mais sans règles contraignantes par rapport aux droits d'auteur. Face à ce bruit, le Maroc reste encore silencieux. Aucun test spécifique de loi n'est encore appliqué. Et donc, cela relève une fracture encore plus large entre le Nord et le Sud. Les décisions de l'IA sont prises à Bruxelles, aux États-Unis, etc. Et ils fabriquent et ils décident. L'Afrique ne fait que suivre la tendance. Aucune décision n'est prise côté Afrique. Donc à travers toutes ces interventions, vous avez compris une chose. Le problème existe. Je le sais. Vous le savez. Nous le savons. Donc quelle réponse pour faire face à tout cela? Commençons par les réponses techniques. Nous sommes des ingénieurs. Donc sur le plan technique, des outils permettant de détecter des deepfakes, des images générées par l'intelligence artificielle existent aujourd'hui. Certains professeurs l'utilisent d'ailleurs. Certains professeurs de nos universités s'en servent, d'accord, pour détecter tout ce qui est génération par l'intelligence artificielle. Mais le fait est que la technologie évolue tellement si vite que ces différents outils de détection finissent par être rattrapés. Qu'en est-il sur le plan juridique? Sans aucun doute, je dirais, l'un des plus importants. Aujourd'hui, il faut noter en fait que le règlement sur l'intelligence artificielle européen, qui est AI Act, est sans aucun doute le plus avancé. Il s'applique à tous les grands modèles qu'on appelle les LLM depuis août 2025 et s'étendra à tous leurs systèmes en 2026. Donc on peut aussi citer par exemple l'UNESCO, l'éthique sur l'intelligence artificielle de l'UNESCO, qui a 193 membres, dont le Maroc d'ailleurs, qui en fait partie. Une chose reste évidente, que ce soit une solution technique, que ce soit une solution juridique, on a encore du chemin à faire en ce qui concerne les réponses pour faire face à tout cela. Et le Maroc concrètement, où se situe-t-il? Le pays se situe dans une position à double visage. D'un côté, le pays montre une vraie ambition. En mai 2024, il fut le premier pays africain et du monde arabe à avoir complété le diagnostic complet de l'UNESCO concernant son état en IA. Un centre dédié à l'intelligence artificielle pour l'Afrique a même été ouvert à Rabat. D'autre part, les manques sont réels. Une faible éducation aux médias et une absence de tests concrets par rapport aux droits d'auteur sur l'IA génératif. Et c'est sans doute là que se situent des vraies opportunités. Pas dans un logiciel,
mais apprendre à douter de l'information, vérifier les sources, se rassurer que ce que l'IA dit est vraiment correct. Et donc, il y a une donnée de l'UNESCO qui affirme qu'un tiers des jeunes africains demandent un cadre régulé de l'IA. Donc, le besoin, il est là, il est présent. Il ne manque plus qu'à répondre à ce besoin-là. Et il y a aussi quelque chose d'assez véridique dans ce qu'on a fait, parce que même dans cette vidéo, nous avons utilisé de l'IA pour nous aider au montage. Revenons à la question de départ. Quelle frontière existe-t-il entre le vrai et le faux? Et la réponse à cette question, elle est plus floue que jamais. Des outils existent, des lois apparaissent, des institutions s'engagent. Mais il manque encore l'essentiel. Un cadre international qui ait du poids, une vraie compensation pour les créateurs. La vraie question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle peut mentir, parce qu'elle le peut. On l'a vu. Plutôt, est-ce que nous, humains, sommes-nous toujours capables de reconnaître le faux, de reconnaître le mensonge que cette même IA va générer? Il est là la question. Alors, comment avoir un coup d'avance? Certainement pas en interdisant la technologie, ça serait illusoire. Mais en construisant trois choses. La première, des outils capables de certifier le vrai au lieu de courir après le faux. Deuxièmement, en construisant un cadre international pour réguler au lieu de le faire à l'échelle européenne. Et dernièrement, et la plus importante, surtout en formant une génération capable d'avoir l'esprit critique et de discerner le vrai du faux. L'IA générative ne disparaîtra pas. La question, c'est de savoir quelle place nous voulons lui donner. Et cette décision, elle nous revient à tous.